Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors on va aborder un sujet un peu différent du mégalithisme, évidemment, hein, les hypogées. On peut dire que c'est en fait du mégalithisme en creux. Donc on va parler non pas de monuments qui sont au-dessus du sol, mais qui au contraire sont des monuments enterrés, des monuments excavés, donc creusés, comme vous le voyez sur cette image, dans la craie de Champagne. Alors, voilà, on est dans une région du sud-ouest de la Marne, en Champagne-Ardenne, une région qu'on peut diviser en trois zones, hein, au sud de la vallée de la Marne, le plateau de Brie, la côte des Blancs, bien célèbre pour ses champagnes, et puis la zone des Marais de Saint-Gon. Dans ce secteur, dans cette région, on a répertorié au cours des 10 dernières années, l'inventaire a permis de cataloguer environ 440 sites et indices de sites de toutes les catégories appartenant à la période du néolithique. Seule une partie est datée, et évidemment les hypogées, les nombreux hypogées dont on va parler ici, font partie de ces très nombreux sites archéologiques, comme vous le voyez, qui appartiennent à toutes les catégories fonctionnelles, aussi bien sépulture, qui nous intéresse ici, que habitat, indice d'habitat, mais également minière de silex, atelier de taille ou polissoir. C'est donc à l'intérieur d'un contexte extrêmement riche que se situent ces hypogées qu'on a appelés longtemps les hypogées de la Marne. Ces hypogées sont peu fréquents en France, on les connaît plutôt dans le bassin méditerranéen. Et donc là, on est sur une spécificité pour la partie nord de la France, de cette concentration très importante d'hypogées, entre 168 et 175, l'imprécision venant évidemment de difficultés liées à des découvertes anciennes pour certains décomptes. Ces hypogées sont regroupées sur l'ensemble du département, surtout vous le voyez dans la partie sud-sud-ouest, et regroupées dans une quarantaine de nécropoles qui peuvent comporter entre 1 et 38 monuments. Les vallées qui sont concernées, c'est les vallées de la Suippe, de la Vesle, de la Marne, mais surtout la fameuse petite vallée du Petit Morin, qui est un tout petit cours d'eau qui traverse la région des Marais de Saint-Gon, donc région rendue célèbre par ses nombreuses découvertes anciennes. On connaît également des hypogées sur la côte des Blancs, donc un peu plus au nord, environ 19. Je ne sais pas si on voit la flèche. Non. Ces hypogées sont à la fois nombreux dans cette région, mais ils sont aussi... C'est pas grave. Ah, il y a une flèche là. Formidable. Ces hypogées ont été découverts... on appuie où? C'est quoi? C'est le carré? Non. C'est quoi la flèche? C'est quel bouton? Ah oui, ok, merci. Donc ces hypogées ont été découverts principalement anciennement au XIXe siècle, notamment par Joseph de Baille. Ici en 1872, il a fait la découverte d'une centaine d'hypogées jusqu'en 1886. Donc là, il met au jour ces nombreux hypogées qui sont parmi les premières découvertes. On voit là ici sur une gravure les blocs encore en place pour la condamnation des couloirs. Donc, des découvertes qui à l'époque évidemment sont exceptionnelles et bien sûr aussi mal comprises et mal documentées. Puis ces découvertes continuent au début du XXe siècle avec les découvertes se ralentissent, mais il y a encore un grand nombre d'hypogées qui sont trouvées à cette époque, notamment ici à Villevenard et à Courgenay. Vous voyez des méthodes de fouilles assez expéditives où on vide les monuments. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Voilà quelques images rares des chambres funéraires avec les ossements en place à l'époque. On a très peu de documents de ce type. Un autre document de ce type ici dans un monument préservé à Chouilly, au sud d'Épernay, avec, on aperçoit au fond, les crânes en place. Ici, un autre exemple qui nous montre que parfois ces monuments, on les découvre ici en 2015 avec le toit effondré, hein,
donc la voûte effondrée, donc avec des conditions de conservation qui ne sont pas forcément aussi excellentes que dans d'autres cas dont on va parler tout de suite. Je ne pouvais pas ne pas évoquer le cas de la découverte célèbre et surtout de la fouille si exceptionnelle des Mours Noirs au Mesnil-sur-Oger, avec ici sur l'écran André Leroi-Gourhan, avec cette fouille exceptionnelle surtout par la qualité des travaux de recherche et la publication qui a été réalisée sur ce monument, évidemment avec les implications que ça a pu avoir sur la recherche archéologique, non seulement dans la région, mais bien au-delà, par rapport à ce qui avait été fait sur le plan notamment anthropologique précédemment. Puis ensuite, des découvertes importantes, c'est Loisy-en-Brie, les Gouttes d'Or, où là, un monument avec près de 70 individus, vous voyez, sur une chambre très remplie, un petit peu au nord de cette zone. Je vais assez rapidement, parce qu'il y a énormément de choses à présenter sur ce sujet. Un sujet à la fois extrêmement connu, comme vous voyez, avec des exemples majeurs qui sont connus de tous les néolithiciens, et en même temps un problème, une question relativement méconnue sur certains points. On va le voir tout de suite. Un autre site donc fouillé par Joseph Debaille en 1872 à Coisard-le-Razais. Je vais développer cet exemple. Ici, il vide, en fait, il met au jour et il vide 38 hypogées sur cette parcelle située aujourd'hui en plein milieu des vignes. Le site est propriété de l'État, classé monument historique au milieu du vignoble. Donc ce site absolument exceptionnel, vous l'apercevez ici avec ces premières vues drone qu'on a faites il y a peu de temps. On voit les ouvertures d'un certain nombre d'hypogées restées encore ouverts à la suite de réouvertures menées notamment dans les années 1960. Donc ça nous permet de visualiser une quinzaine de ces monuments au milieu de cette parcelle. Un plan a été dressé sur ce site, il est loin d'être juste, il a été publié en 1974, c'est un plan dressé à partir de découvertes et d'observations très anciennes menées dans les années 1930, et on est en train de refaire entièrement ce plan. Sur la droite, vous voyez une des photos de ces ouvertures, des photos de l'époque des réouvertures dans les années 1930. Je n'ai évidemment pas le temps de développer tous les aspects sur ce site, ce serait beaucoup trop long. Le site, dans son état actuel, il y a quelques années, avec une végétation évidemment qui pousse et qui évidemment risque d'abîmer ces sépultures qui sont extrêmement fragiles. Il s'agit de craie, là on n'est pas dans du granit, donc forcément cette craie elle est gélive et évidemment elle craint aussi toutes les variations de température et les problèmes liés à la végétation. Le site a fait l'objet d'un nettoyage qui permet de mieux voir encore les monuments et ce qui permet également de les protéger. Juste à côté, sur la même parcelle, on a qu'on appelle deux petites cabanes construites en pierre sèche, pardon, pas en pierre sèche parce que c'est bétonné, c'est cimenté. Ces cabanes, elles sont très intéressantes parce qu'elles semblent très abîmées, mais en fait, elles préservent et permettent l'accès à deux de ces monuments qui ont été préservés dans les années 1930 au moment du classement, parce que ce sont des monuments absolument exceptionnels, parce qu'ils contiennent des sculptures qui sont évidemment très connues. Donc, ce sont les monuments 23 et 24 de cette parcelle du Razais à Coisard. Donc voilà, là on pénètre dans ces monuments sous terre, on aperçoit la petite construction dans la partie supérieure. Donc elle a bientôt un siècle et en fait ça tient très bien, c'est tout à fait étanche et ça protège parfaitement bien ces monuments. En bas, l'entrée, l'antichambre, enfin sur la droite, pardon, l'antichambre, et puis l'entrée qui permet d'accéder à la chambre funéraire. Ici, une photographie depuis l'intérieur de la chambre funéraire, à laquelle on accède par l'antichambre. Et donc on voit à la fois l'antichambre et le couloir qui repart vers l'extérieur.
Ces monuments, ils sont bien connus parce qu'ils conservent des sculptures humaines et des sculptures de haches, des représentations de haches polies à emmanchement transversal. Donc, outil caractéristique de cette époque, puisque ces hypogées-là sont creusés entre moins 3600 et moins 2900. Quelques vues de ces chambres funéraires pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Vous voyez que le plafond est effondré, probablement très anciennement. Voilà, on voit bien que la hauteur sous plafond est très haute. Normalement, on est sur 1,20 m, 1,30 m sous plafond, et ici, on tient largement debout. On est à 2 m, 2,20 m ou 2,30 m. Ce qui montre évidemment la fragilité de ces monuments, aussi sur le plan géologique. Quelques vues des sculptures. Ici, association dans l'antichambre, avant de rentrer dans la chambre, entre une figure humaine et une hache polie avec son manche. Donc évidemment, ces sculptures qui sont à la fois très connues et, je trouve, assez mal connues, sont évidemment tout à fait exceptionnelles par la précision des représentations, parce que la craie permet évidemment une sculpture très fine. Donc là, on est sur des bas-reliefs, évidemment, créés après incision dans la craie. Vous voyez aussi qu'il y a des morceaux de craie décollés, probablement anciennement et même naturellement. Donc ce visage exceptionnel, dans la précision, qui nous rappelle des choses connues aussi dans le mégalithisme. Une autre sculpture qui, elle, pourrait nécessiter discussion, mais on n'aura pas le temps ici. On va revenir sur cette sculpture tout de suite après en ce qui concerne les conditions de conservation. Encore quelques images ici, donc de ces haches, de part et d'autre de l'entrée dans la chambre funéraire. Et ici, un détail qui nous montre les coulures verticales, vous voyez en noir. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. Il y en a quelques-uns sur ces monuments. C'est leur état de conservation. Donc, ces coulures, mais c'est tout simplement des coulures liées au moulage qui ont été réalisées dans les années 1930. Toutes ces sculptures ont été moulées. Et d'ailleurs, les moulages sont maintenant présentés en totalité dans la salle néolithique du musée d'Épernay qui a rouvert il y a un peu plus d'1 an. Donc, je vous invite à aller voir ça, c'est tout à fait passionnant. Donc ces moulages, ils ont entraîné aussi des dégradations que vous voyez là. Donc c'est pas de la peinture, c'est des conséquences de ces moulages. Voilà les détails de ces haches aménagées sur des panneaux en fait, au milieu des traces de creusement. Les deux autres haches, là j'ai cumulé l'ensemble des haches des deux monuments 23 et 24. Sur la partie droite, on voit aussi des destructions qui, là, sont dues aux blaireaux. Et les blaireaux, ils aiment bien occuper ces cavités. Et donc là, c'est même des destructions anciennes, avant la redécouverte et la fouille en 1872, donc, qui contribuent évidemment aussi à la dégradation de ces monuments parfois. Sur ces quelques détails, je voudrais montrer, alors sur la partie gauche, cette hache, vous voyez le manche, la partie inférieure est en partie fracturée. Ça, ces fractures, elles proviennent de la deuxième série de moulages réalisés dans les années 1980. Moulage réalisé malheureusement à chaud, et évidemment la température a en partie brûlé la craie en surface et forcément entraîne aujourd'hui leur dégradation inéluctable. On voit aussi sur la partie droite, en haut, on aperçoit des traces noires sur l'extrémité de la hache, correspondant à la partie de pierre polie. Mais aujourd'hui, on aperçoit seulement des traces noires, mais on a des photographies d'avant-moulage, où en fait, la partie de la pierre était représentée entièrement en noir de charbon. Donc là aussi, une dégradation importante. Et puis on voit sur la sculpture féminine en dessous, les deux seins, pareil, la craie est abîmée. On aperçoit aussi le résultat d'un vandalisme avec un nez qui est cassé. Donc, vous voyez, je ne vais pas insister trop sur ces aspects-là, mais je pense que ça rentre dans le thème d'aujourd'hui. Ces monuments exceptionnels, ils posent aussi des problèmes de conservation, évidemment.
Un rapide aperçu sur le mobilier archéologique qui peut être découvert dans ces hypogées, hein, ce n'est pas le sujet, surtout insister sur la partie des haches, hein, ces haches polies avec les emmanchements transversaux qu'on voit là, qui sont évidemment les modèles qu'on a pu voir sur les sculptures, sur les images précédentes. Alors ce sont ces haches qui ont aussi été utilisées pour le creusement de ces hypogées. Et ce sont ces centaines, ces milliers de traces qu'on voit sur les parois. C'est tout à fait impressionnant, hein. On peut lire les gestes, hein, le processus, l'ordre dans lequel les creusements ont été réalisés. Et donc là, il y a évidemment une étude complète à faire de chacun de ces panneaux, chacune de ces traces, sur le plan technologique, sur le plan des chaînes opératoires. Un autre exemple de ces traces où on voit carrément les coups verticaux là, portés dans le creusement, dans l'accès du couloir. Et puis ces traces-là, ici vues en détail, sur des macrophotographies où carrément on peut lire les microstries imprimées dans la craie. Donc il y a plus de 5000 ans, c'est tout à fait impressionnant, je pense. Et de très beaux témoignages pour cette époque. Alors voilà, je vais juste faire quelques aperçus sur quelques autres sites, hein, pour montrer d'autres thèmes. Conserver ces monuments, c'est une question. Les préserver, c'en est une autre. Les valoriser, les présenter au public, c'est pas quelque chose, c'est pas une idée nouvelle. En 1912, là, juste à côté, sur la commune de Courgenay, un hypogée a été aménagé. Il est d'ailleurs sur une parcelle qui est propriété de la Société préhistorique française, encore aujourd'hui. Et on voit un aménagement, la Superbe, en 1912, qui avait un réel intérêt, permettait de visiter le monument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quel est l'état du monument un siècle après. Et là, évidemment, on est un peu moins enthousiaste. Et ça pose de réelles questions, je pense, parce que évidemment, ces monuments sont extrêmement fragiles, et les aménager, les valoriser, c'est aussi les préserver, l'un ne pouvant pas aller sans l'autre, mais c'est aussi les préserver dans la durée. Et là, on voit bien que sur un siècle, ce qui est finalement peu, hein, au regard des 5500 ans qui nous séparent de la construction, enfin du creusement de ces monuments, mais évidemment, là, il y a peut-être un petit souci. Ce monument-là, il est plus accessible. Et là, je vous montre la seule photographie qu'on a de la sculpture qui est à l'intérieur de la chambre funéraire du monument que vous avez vu sur la diapositive précédente. Ça veut dire que c'est un monument qui est absolument exceptionnel, qui conserve une sculpture dont on n'a qu'une ancienne photographie. On n'a même pas d'enregistrement des données. Un autre exemple, des monuments aujourd'hui sont conservés, on sait qu'ils existent, on sait où ils sont, on ne sait pas. On ne sait pas si on peut encore, on ne peut plus y accéder, en fait, on ne sait pas si on pourra à nouveau y accéder. Et ils sont seulement connus soit par des anciennes gravures, soit par des moulages. Ce qui est le cas là, sur la photo en bas à droite. Donc on n'a pas en fait de photographie, d'enregistrement précis de sculptures pourtant absolument exceptionnelles et uniques. Encore un autre exemple sur un site très proche, hein, toutes ces communes sont à touche-touche. Villevenard, les Ronces, ici on est sur une nécropole à 24 hypogées, une découverte là en 1911, vous voyez la photographie la plus ancienne qu'on connaisse avec une pierre mégalithique, c'est unique, au-dessus de l'entrée. C'est la photo de gauche. Photo de droite, le premier aménagement de ce site pour protéger l'entrée avec une petite porte, un petit auvent. Et là, on doit être en très peu de temps après la découverte. Au même moment, à gauche, on voit la découverte du site juste avant. À l'intérieur de ce monument, des peintures absolument uniques pour cette région. On n'a pas d'équivalent, on n'a aucune comparaison. On connaît que 3 hypogées dans ce secteur qui comportent des peintures. Celui-là, évidemment, est le monument le plus exceptionnel. Vous avez la photographie avec les peintures encore en place à la découverte. Et aujourd'hui, heureusement, ces peintures ont été prélevées
dans les années 1920, prélevées, et elles sont exposées au musée d'Épernay. Heureusement qu'elles ont été prélevées à l'époque, car les fouilleurs s'étaient rendus compte qu'elles s'abîmaient au bout de quelques années. Donc elles ont été prélevées, restaurées, et elles sont présentées au musée. Et heureusement, parce que si on voit aujourd'hui l'état des mêmes panneaux où on avait mis des facsimilés, on voit l'état de conservation à la fois des facsimilés, mais aussi de cette hypogée. Et donc, si on avait laissé les peintures, il ne resterait rien. Pourtant, ces hypogées sont sous terre, et donc ils sont pourtant préservés. Alors, qu'est-ce qui est devenu ce site? Eh bien, voilà, au lieu d'y construire des petites cabanes qui l'auraient préservé, eh bien, le Conseil général, en 1997, a construit des plaques de béton pour les préserver, évidemment, sous terre. Et on y accède donc maintenant par des sortes de bouches d'égout, ce qui interroge évidemment à la fois la population locale et aussi bien d'autres gens. Mais c'est une réalité. Voilà dans quel état sont les 3 hypogées conservées sur ce site. Le premier que vous avez là, c'est là qu'étaient les peintures que vous avez vues à l'instant. Voilà, j'ai terminé. Je vais juste faire 2-3 informations. La première, c'est on a un site internet qui présente toutes nos recherches et toute l'actualité de ces recherches, les fouilles, les résultats, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, en tapant Saint-Gon, hypogée, néolithique, tout ça sur internet, on accède à toutes ces données. Il existe aussi un film, un documentaire qui fait 42 minutes et qui raconte et qui montre tous ces monuments qu'on visite évidemment dans ce film. Voilà, il est aussi en ligne, en accès libre. Et puis, dernière information, on fera un séminaire sur les hypogées. C'est une grande première à Dijon le 6 décembre. Voilà, donc vous y êtes cordialement invités. C'est la première fois qu'on fait un séminaire sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette belle présentation. Impressionnant, ces hypogées avec ces gravures, ça c'est vraiment exceptionnel. Ce qui est inquiétant, c'est la préservation, effectivement, sur le long terme, sur un matériau qui est fragile. Donc, je ne sais pas, vous les prenez tous en main, là, ou vous faites quoi sur le territoire pour les préserver Alors, moi, mon rôle, c'est un rôle de chercheur, avant tout. Donc, mon rôle, c'est de documenter des monuments qui sont, alors j'ai bien dit, à la fois très connus et je pense vraiment très méconnus, puisqu'en fait, ils ont été très célèbres au XIXe siècle. Et après, on a oublié ces monuments, on a un peu perdu la mémoire, leur existence. Je pense qu'on est sur une situation très différente des mégalithes qui sont au-dessus du sol et qu'on voit quotidiennement. Là, ils sont sous terre, donc rapidement, ils vont pouvoir éventuellement s'effondrer, être réenfouis, être masqués, etc. Donc il y a plein de paramètres qui font qu'on a un peu oublié tout ça, on a oublié cette région. Et donc depuis une quinzaine d'années, j'ai relancé la recherche sur ces questions. Et donc le premier objectif, c'était de documenter, ensuite d'informer, et peut-être un jour d'alerter. On n'en est pas encore là, mais on s'approche, évidemment. Mais mon rôle s'arrêtera probablement là. Mon rôle pour ce qui me concerne. Mais je pense qu'après, c'est un rôle collectif. Bravo en tout cas. Bravo pour tout ce travail.